Merci encore de votre accueil et bonjour à tout le monde. Donc le sujet que je vais évoquer devant vous pour une quinzaine, 20 minutes maximum, je m'y engage, c'est le sujet des batteries pour véhicules électriques. Donc on passe d'une chimie à une autre chimie. Avant de vous parler de mon entreprise, qui est une entreprise assez incroyable, je voudrais partager avec vous quelques éléments de contexte qui prouvent que finalement l'aventure industrielle dans laquelle les gens qui ont la prétention de fabriquer des batteries en Europe sont engagés, que cette aventure, elle est vraiment exceptionnelle et qu'elle dépasse presque le strict cadre de ce que l'on est en train de faire et de vivre. Alors, je ne vais pas être trop grandiloquent, mais je vais vous parler de trois atouts majeurs de ces projets de batterie qui font que moi, personnellement, je me réveille le matin avec ma propre batterie interne très bien chargée, complètement chargée même, et que je suis très fier de porter en partie ce projet. Le premier des atouts incroyables de ce projet, et c'est ce que vous voyez avec le slide qui s'affiche derrière moi, c'est qu'on passe d'un monde à un autre. La photo est un peu caricaturale, certes, mais vous comprenez l'idée. On passe d'un monde qui est le monde du thermique pour les véhicules, donc les moteurs essence ou diesel, à un monde électrique, et c'est tout à fait différent. On est évidemment sur complètement autre chose. On sous-estime un peu les conséquences de ce changement. Elles sont majeures. Je ne vais pas avoir le temps de toutes les adresser devant vous, simplement vous dire que il se passe quelque chose là autour de l'automobile qui est absolument fondamental, crucial et un tout petit peu casse-gueule, si vous me permettez l'expression. Ensuite, sur ce sujet, et on parle de relocalisation ici dans cette journée, cette instance, c'est exactement un des enjeux qu'adresse le projet que je représente. C'est clairement de redonner vie à des territoires qui, parce que complètement tournés vers cette industrie thermique, risquent dans les prochaines années de beaucoup souffrir. Je pense que vous le savez, il y a une directive européenne dans le cadre d'un Green Deal qui dit que en 2035, si d'ici là le politique ne détricote pas tout ça, en 2035, vous n'aurez pas le choix, vous, moi, il faudra acheter une voiture neuve électrique, 100% électrique et rien d'autre. C'est une loi, c'est comme ça. Donc on est parti dans une sorte de seringue, dans une sorte d'entonnoir, il faut s'y préparer. Donc ça veut dire que d'un strict point de vue social, industriel, il y a un gros boulot qui est, je le répète, d'aider des sites qui aujourd'hui, des sites industriels qui sont dédiés au thermique, à faire cette transition vers l'électrique. Et c'est tout sauf simple, mais c'est un enjeu que je considère comme étant extrêmement noble, tout à fait formidable. Premier sujet. Le deuxième sujet, et là vous avez, et je donnerai à Monsieur Bernier cette photo pour qu'il modifie son slide pour qu'on arrête de voir Tesla mais qu'on voit une gigafactory française. Vous avez ici la première gigafactory française qui n'est plus un projet PowerPoint ou un projet Excel, hein, c'est du lourd, c'est du vrai, avec beaucoup de ciment et de ferraille autour. Donc cette gigafactory dont vous voyez ici les deux premiers blocs existent à côté de Lens. Et quelque part, cette photo, j'y reviendrai, illustre quoi avec cette main et le logo un peu, environmental friendly, illustre le fait que sur les batteries, il y a beaucoup de choses à faire en termes de mobilité propre. C'est évidemment le sujet. Le sujet, c'est qu'avec des voitures électriques, on pollue moins qu'avec des voitures thermiques. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé tous les problèmes. Il y a ce qu'on appelle une face cachée de la batterie, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Le but de mon entreprise, enfin, de l'entreprise que je représente, c'est justement d'aller tenter de verdir ou d'améliorer tout ce qui se passe dans la chaîne de valeur des batteries, depuis la mine jusqu'à la roue, voire même au-delà avec le recyclage. Et je peux vous dire que compte tenu de l'existant sur les batteries, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'enjeux à faire. N'empêche que la cause est noble. À la fin de la fin, quand on a terminé notre journée, on a l'impression d'avoir quand même contribué à ce que la planète se porte mieux. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, ou le troisième atout, et ça rejoint notamment ce qu'a dit Madame Belleville, c'est le sujet de la souveraineté. C'est ça, hein, l'idée du masque et du Covid sur la photo, c'est juste vous dire qu'on est en train, avec les batteries, comme avec le médicament, de se dire qu'on ne peut pas complètement les rester à la main des Asiatiques qui dominent 100% du marché des batteries aujourd'hui. C'est
une aberration évidemment complète que de se dire qu'on va électrifier le parc des voitures qui va rouler en Europe et qu'on va continuer pour ce faire à amener des batteries de 500 kg l'unité depuis le bout du monde jusqu'en Europe pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, toutes les batteries qui circulent dans le monde sont asiatiques. En grande partie chinoises, un tout petit peu japonaises, un peu coréennes, mais surtout chinoises. Donc l'idée avec un projet comme celui que je représente, c'est évidemment d'aller chercher de la souveraineté sur un thème qui est évidemment extrêmement stratégique pour notre développement. Voilà, donc j'ai pris un peu de hauteur pour vous donner quelques clés de lecture de contexte de ce qu'est ce projet et de ce qu'il porte. Une fois que j'ai dit ça, et c'était le plus facile, je vais vous parler très vite de quelques challenges clés qu'il va falloir relever. Il y en a énormément, j'en ai pointé uniquement 4. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'entreprise que je représente plus concrètement et rapidement pour que vous sachiez quand même de quoi on parle. Mais je vais rester à un certain niveau de hauteur pour vous expliquer les challenges qui ne concernent pas que ACC, mais toute la filière des batteries en Europe. Le premier des challenges, donc, c'est de passer de ce monde du thermique au monde de l'électrique et d'être capable de le faire en amenant une capacité industrielle suffisante pour répondre à la demande. C'est bien beau de dire qu'en 2035, on roulera tous électriques, mais ça, si vous le transposez à la réalité du marché automobile, ça veut dire que dans une petite dizaine d'années, voire un peu moins, il faudra être capable de fabriquer en Europe entre 9 et 12 millions de batteries par an. Ce qui est évidemment pas du tout une mince affaire, sachant qu'aujourd'hui, on est sur des quantités produites en Europe par des acteurs asiatiques, qui sont déjà implantés ici. On est à, je ne sais pas, peut-être 500 000 ou 1 million, enfin rien du tout. Donc il va falloir avoir des capacités suffisantes pour pouvoir alimenter le marché. Je vous ai donné une fourchette un peu pessimiste, une fourchette un peu optimiste, 9-12 millions. En réalité, personne ne sait. Il y a beaucoup de freins au passage à l'électrique. Les constructeurs automobiles sont partis billes en tête sur l'électrification, avec des annonces de transformation de gamme avant 2035 pour anticiper ce phénomène. La question, c'est quelle sera vraiment la taille du marché. Là, j'ai vraiment dupliqué sur la réalité de 2030 ce que l'on connaît aujourd'hui des prévisions. Maintenant, les prévisions sont faites pour être contredites, on verra ce qui se passe. Bon, en tout cas, il y a un marché énorme et il va falloir être au rendez-vous de ce sujet de volume. Le deuxième enjeu, il est autour de l'emploi. Vous le savez probablement, 7% des emplois en Europe sont liés à la fabrication automobile. C'est énorme, je ne sais plus combien de millions de personnes, directement ou indirectement, travaillent pour le secteur automobile en Europe, mais c'est je crois que c'est autour de 10 millions. Donc c'est évidemment énorme. On ne peut pas imaginer, en passant du thermique à l'électrique, mettre tous ces gens au chômage. Vous imaginez le drame social que ça pourrait représenter. Donc un des enjeux du projet ACC, c'est d'implanter ces gigafactories très exactement sur des sites industriels qui existent aujourd'hui déjà et qui sont dédiés à cette activité thermique. Le but étant de leur apporter une solution partielle, pas complète, mais une solution partielle en termes de reconversion, de mutation industrielle. Ce qui évitera donc cette casse sociale dont je vous parlais. Derrière ce que je vous dis là, et je n'ai pas le temps de trop développer, il y a évidemment des chiffres qui sont énormes de compétences, d'entraînement à des nouveaux métiers qu'aujourd'hui on ne connaît pas ou pas bien en France et en Europe. On évalue le nombre de personnes à recruter et former à environ 56 000, ce qui est évidemment colossal. Ça, c'est le deuxième challenge. Le troisième challenge, il est sur le savoir-faire. Jusqu'ici, quand on parle du moteur de diesel ou essence, on parle d'un savoir-faire qui est à peu près complètement maîtrisé par les Américains, par les Européens. Là, on est en train de se dire qu'avec l'électrique, on se met gentiment à la main des Asiatiques, qui ont pris le virage de l'électrique il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, constatant que le combat sur le thermique contre les Occidentaux était perdu d'avance. Donc il y a 15 ans, nos amis chinois se sont dit... On ne gagnera pas en Europe ou aux États-Unis avec nos voitures, pourtant elles sont pas mal. On va donc faire all-in, comme disent les joueurs de poker, tapis, sur
le véhicule électrique. Et toute une chaîne de valeur de l'électrique s'est développée depuis maintenant 15 ans en Chine. Et aujourd'hui, les Chinois nous regardent avec beaucoup de plaisir quand on explique qu'on va passer sur du 100% électrique, puisqu'ils ont la main mise sur à peu près tous les maillons de cette chaîne de valeur. Alors, je ne vais pas repeindre la girafe en noir, hein, on n'a pas perdu le combat d'avance. Simplement, on a en face de nous des compétiteurs extrêmement bien entraînés, très musclés, qui se sont quelque part... j'allais dire, musclés sur leur propre marché national qui était fermé à l'époque, qui ont laissé des champions émerger, d'autres mourir, et maintenant on se retrouve avec des gens qui sont extrêmement aguerris et qui vont facilement nous tailler des croupières si on n'y prend pas garde. Voilà, donc ça c'est le tableau. Je vous donne un petit exemple, parce que ce que je vous dis peut paraître un peu abstrait. La Gigafactory que je vous montrais tout à l'heure à côté de Lens, qui est donc aujourd'hui opérationnelle, est équipée de machines qui viennent à 100% d'Asie. Pas parce qu'on n'a pas envie d'acheter des machines en Europe, parce que ce business-là de la machine pour fabriquer des cellules ou des modules de batterie n'existe pas. Ou alors pas dans les échelles qui sont les nôtres. Alors, on est en train d'organiser la riposte, on est en train d'essayer de faire émerger des champions européens, évidemment, mais en attendant, les millions et les millions d'euros qui sont dépensés pour acheter des machines de mixing, de coating, de calendering, de notching et tout ce qui fait le charme du process de fabrication d'une batterie, tout ça, c'est made in China, made in Korea, made in Japan. Le savoir est là-bas, les ingénieurs qui maîtrisent ces machines sont là-bas, donc si on veut y arriver, on doit faire ce que les Chinois ont fait avec nous pour caricaturer il y a quelques années, c'est-à-dire les obliger à venir nous expliquer ici, s'associer avec eux, et puis quand on aura compris, les remercier et les renvoyer tranquillement dans leur pays. Je le dis de façon caricaturale, il y a des caméras, j'expliquerai qu'on a truqué ma voix quand j'ai expliqué ça, si jamais on me ressort cet extrait plus tard. Mais la réalité, c'est quand même celle-là. Voilà. Il est un peu caricaturé, mais c'est un peu celle-là. Et le quatrième challenge que j'ai choisi d'évoquer avec vous, c'est le challenge du coût. Eh bien oui, une voiture électrique, ça coûte évidemment plus cher qu'une voiture thermique et c'est le frein numéro 1 à l'achat d'un véhicule électrique. Pour l'instant, on est dans certains pays d'Europe plutôt subventionné, l'État met la main à la poche pour vous aider à faire la bascule, mais ça ne suffit pas à combler l'écart de prix. Ayez en tête que quand vous achetez un véhicule électrique, vous payez pour 40% le prix de sa batterie. Donc c'est pas exactement un équipement lambda comme un volant, une jante ou je sais pas, un pot d'échappement. Une batterie, c'est 40% du prix de la voiture. Donc si votre batterie est chère, votre voiture est chère, et donc vous perdez toute forme de compétitivité. Donc notre sujet, il est aussi de fournir des batteries qui puissent évidemment être compétitives versus les moteurs essence ou diesel traditionnels. Voilà pour les challenges. Je me dépêche puisque j'ai fait le malin au début de mon intervention en disant que j'allais tenir le timing. Pas de promesse que je ne vais pas tenir. Maintenant, je vous parle de l'entreprise ACC après cette introduction et j'en ai pas pour très longtemps. Sachez qu'on est soutenu, c'est une entreprise qui a moins de 4 ans, hein, qui a été créée en août 2020. Au début, c'était une vingtaine de personnes dans la banlieue de Bordeaux, dans des préfabriqués, dont je faisais partie. 4 ans plus tard, on est presque 1700 personnes. On continue à recruter 2 personnes par jour, tous les jours de l'année. Et encore, on n'a pas complètement staffé les Gigafactory, qui, bien sûr, regrouperont l'essentiel de nos employés. On a 3 bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau d'ACC. C'est les actionnaires que vous voyez à l'écran. D'un côté, Stellantis, qui est le résultat de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, pour ceux qui ne sauraient pas, donc le 4e constructeur mondial, avec des marques très connues comme Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Fiat, Chrysler, Jeep, et j'en oublie. Vous avez ensuite Total Energy par l'intermédiaire de sa filiale Saft, qui est un spécialiste reconnu du monde des batteries, mais pas pour véhicules électriques. Donc on s'appuie bien sûr sur l'expertise de nos amis de Saft. Et puis un 3e larron qui nous a rejoint un peu plus tard, qui est Mercedes, qui n'est pas non plus un perdreau de l'année en termes de construction automobile. Donc ça, ce sont nos 3 actionnaires qui se portent plutôt bien, donc ça sécurise le projet. Ça ne suffit pas à garantir la pérennité d'ACC, même si, encore une fois, ces actionnaires sont très puissants, puisqu'on est dans un monde ultra-capitalistique. Pour construire la Gigafactory, dont vous avez vu une petite photo tout à l'heure, il faut débourser 2,5 milliards d'euros.
À ces altitudes-là, je peux vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir un Mercedes, un Stellantis et un Total pour pouvoir couvrir le financement. Il faut aussi de l'aide publique et il faut aussi de la dette. C'est ce qu'on a fait en début d'année en levant 4,4 milliards d'euros. Mais pour revenir au soutien de la puissance publique, on a donc les 3 pays dans lesquels on va opérer, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui nous soutiennent avec en cumulé des subventions potentielles qui dépassent le 1,5 milliard d'euros. Donc très important, encore une fois, parce qu'on est sur des enjeux qui dépassent le strict cadre du projet industriel. Je termine en vous montrant le footprint R&D et industriel de l'entreprise ACC. Donc aujourd'hui, ce sont 3 sites qui existent en France. Le premier, c'est un centre de recherche et de développement à côté de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, avec 800 ingénieurs et cadres qui y travaillent, donc un outil à la pointe de la technologie. On est capable là-bas d'y développer des projets de batterie de demain, d'après-demain et même d'après-après-demain. On est même capable de les tester sur place avec une ligne de prototypage. On a ensuite un deuxième site qui est une usine pilote près d'Angoulême, à Nersac exactement. 250 personnes y travaillent. Et là-bas, on fait le lien entre le monde de la recherche avec Bordeaux et le monde de la production en grande série avec les gigafactories. On a des équipements qui sont exactement les mêmes que ceux des gigafactories, les mêmes machines, simplement à une échelle un peu moins spectaculaire, le but étant de déverminer les questions de produits, de process, pour démarrer ensuite la production grande série dans de bonnes conditions. Et on a donc cette première gigafactory, à jamais la première, dans les Hauts-de-France, à côté de Lens et non pas de Dunkerque. On parle beaucoup de Dunkerque et M. Bernier a cité Vercors et Prologium, mais avant eux, il y a ACC et SPA Dunkerque. Et donc, on a déjà là-bas 600 personnes qui y travaillent. On a un bloc de production parmi les 3 de la Giga qui est en opération et une montée en cadence qui va s'étaler sur toute l'année. Donc, l'aventure est déjà plus que bien lancée dans les Hauts-de-France. Et on a 2 autres gigafactories en balistique, l'une en Allemagne à Kaiserslautern, l'autre en Italie à Termoli. À terme, ces 3 gigafactories réunies, le terme est en 2030, devraient être capables de fabriquer 2,5 millions de batteries ou d'équiper 2,5 millions de voitures avec des batteries par an, ce qui devrait représenter entre 15 et 20% du marché européen si tout se passe bien. Je crois que j'ai été un peu plus long que prévu. Merci de votre écoute.